Le bonheur en philosophie, c'est une notion qui est vraiment assez compliquée. Déjà parce que le bonheur, c'est une notion relativement abstraite, dont on a du mal à vraiment cerner la définition, mais aussi parce que beaucoup de philosophes ont émis des thèses au sujet, et ces thèses, malgré certains éléments de convergence, ont tendance à avoir des particularités quand même qui sont assez notables. Et du coup, aujourd'hui, myfish.fr vous propose de partir à la découverte de trois thèses, de trois visions, à travers trois citations. Si donc il y a de nos activités quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d'une autre, il est clair que cette fin ne saurait être que le bien, le souverain bien. Dans cette citation tirée de l'Éthique à Nicomaque, alors Aristote, il émet une vision eudémoniste du bonheur. Alors, le démonisme, que vous avez affiché à l'écran pour l'orthographe, c'est une doctrine philosophique qui consiste à dire que le bonheur est le but de la vie humaine. En fait, c'est une fin, comme en parle Aristote, c'est une fin qui ne vaut que pour elle-même. C'est-à-dire que on ne va pas, une fois qu'on va théoriquement atteindre le souverain bien, chercher autre chose ensuite, comme on le fait de manière récurrente dans notre vie. Par exemple, on va à l'école maternelle pour ensuite aller à l'école primaire, pour ensuite aller au collège, pour ensuite aller au lycée, pour ensuite faire des études supérieures, pour ensuite s'insérer dans le monde du travail, pour ensuite gagner de l'argent, etc., etc., etc. On peut aller très très loin et ça peut ne jamais se terminer. Et en fait, pour les eudémonistes, il y a une finalité à tout ça, une finalité qui ne vaut que pour elle-même, une fin qui vaut pour elle et uniquement pour elle. Et toutes les autres choses qu'on a fait dans notre vie seraient dirigées vers cette fin, donc à ces fins-là. Et euh, finalement, c'est donc l'idée qu'à un moment, on va atteindre ce souverain bien. Donc lui, il l'appelle le souverain bien. Après, ça dépend des philosophes. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de démonistes. Mais ce qu'il faut bien retenir avec cette doctrine, c'est que on a l'idée que tout ce qu'on fait dans notre vie va finalement converger vers un but qui est l'obtention de ce souverain bien. À savoir que Aristote, comme les eudémonistes en général, considère que la raison induit le bonheur. C'est-à-dire que la raison, le bonheur est la finalité de la raison. Donc ça c'est important à bien comprendre puisque beaucoup de philosophes qui ne sont pas eudémonistes considèrent le contraire. Voilà, donc finalement il est vertueux d'essayer de faire tout ce qui est possible pour atteindre le bonheur. Voilà, donc c'est ça pour la conception aristotélicienne et eudémoniste de manière générale du bonheur. Donc voilà, quelque chose d'assez important que l'on peut réutiliser dans les dissertes et c'est particulièrement intéressant. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui dispose de cela, et a l'espoir d'en disposer à l'avenir, peut lutter comme il arrive, et coulera des jours heureux. Donc cette citation d'Épicure, elle est particulièrement intéressante puisqu'elle reflète sa philosophie, donc l'épicurisme, hein, vous le savez. Épicure a donné son nom à l'épicurisme, mais aujourd'hui l'épicurisme c'est assez malmené et on a tendance à beaucoup mal le définir. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de rétablir ça, et pour que vous puissiez vous distinguer de tous ceux qui finalement se tromperont en interprétant l'épicurisme. Alors, l'épicurisme, déjà, c'est un hédonisme, c'est-à-dire c'est une doctrine philosophique selon laquelle le bonheur passe par la recherche des plaisirs. Or, attention, on ne parle pas dans l'épicurisme de rechercher tous les plaisirs possibles, c'est pas un hédonisme, on va dire, poussé à l'extrême. Puisqu'en fait, Épicure, ce qu'il recherche, c'est l'ataraxie, l'absence de trouble. Et le fait de rechercher des plaisirs partout, de n'importe quelle nature, ne contribue pas à cette ataraxie, on va le voir. Donc, Épicure, il différencie les plaisirs en trois formes. La première forme, c'est les plaisirs naturels et nécessaires. Donc, à savoir manger, dormir, boire. Et il y met aussi la philosophie, l'amitié qu'il considère fondamentaux. Donc ça, il faut absolument les rechercher. Il faut courir après, hein, concrètement, et il faut vraiment les saisir dès qu'on peut. C'est ce qui va nous rendre heureux, c'est ce qui garantit nos jours heureux, donc très important. Ensuite,
il parle aussi des désirs naturels mais non nécessaires. Alors cela c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que ça va être manger, boire, dormir, etc., comme on vient de le dire, mais de manière plus sophistiquée. Par exemple, consommer des mets un petit peu plus délicats, on va dire, boire de l'alcool, le sexe aussi en fait partie. Donc ça, il faudrait plutôt les consommer avec modération et faire bien attention que sur le moyen long terme, ça ne contribue pas à, on va dire, dégrader les autres formes de plaisir, on va dire, plus pures. Et la dernière forme de plaisir qu'il faut absolument proscrire selon Épicure, c'est ceux qui sont non naturels et non nécessaires. À savoir aujourd'hui, dans notre monde moderne, on pense à la cupidité, l'avidité, le fait de vouloir être connu aussi. Et tout ça n'apporte que troubles sur le moyen long terme, voire même court terme. On le voit avec le taux de suicide chez les stars notamment, hein, c'est assez, voilà, c'est assez probant. Et du coup, ça, il faut absolument l'éviter. Il y a pas... Voilà, pour Épicure, on évite ça. Du coup, voilà, il faut bien comprendre avec l'épicurisme, et ça c'est important, c'est que ce n'est pas la recherche excessive de plaisir. L'épicurisme, c'est les désirs simples, c'est vraiment le champ lexical de la simplicité que vous retrouvez chez Épicure. Les plaisirs simples, une fois assouvis, et continuellement assouvis, vont permettre justement d'accéder au bonheur. Donc voilà, c'est la définition du bonheur d'Épicure, un peu simplifiée, mais c'est vraiment l'essence même de l'épicurisme. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire, en termes précis et cohérents, ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur ensemble empiriques. Donc voilà, donc cet extrait de Fondement de la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant est... En fait, Kant, il a vraiment une vision très différente de ce qu'on vient de voir à l'instant, avec l'hédonisme et le démonisme, qui sont déjà deux visions différentes. Kant, lui, déjà considère, s'il devait donner une définition stricte, que le bonheur, c'est la satisfaction des besoins et des désirs. La satisfaction complète. Et, par contre, ce qu'il nous dit avec cette citation, c'est que ce concept de bonheur, même si on essaye de donner des définitions, c'est un concept qui est extrêmement subjectif, et indéterminé. Alors déjà, il y a le point de la subjectivité, c'est que, évidemment, chacun a des éléments différents qui pourraient faire son bonheur. Ça paraît logique, évidemment, on n'a pas tous les mêmes passions, on n'a pas tous les mêmes désirs, et c'est déjà une marque de subjectivité. Mais en fait, tout ça dépend plus de notre expérience du point de vue de la vie. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, en fait. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on a expérimenté dans notre vie, on va vouloir telle ou telle chose et on va penser à un instant T, et je dis bien à un instant T, que tels ou tels éléments vont nous être favorables pour accéder un jour au bonheur. Après, il le dit bien, c'est tellement abstrait et c'est tellement variable dans le temps, ça dépend vraiment de notre expérience de vie, mais c'est pas à un moment donné dans notre vie où on se dit j'ai vécu ça, maintenant je sais que je veux ça. Parce qu'on sait que dans 2-3 ans, on peut arriver à totalement changer d'avis. Voilà, prenez l'exemple, il en cite des exemples hein, à la suite de ces citations. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut vivre pendant très longtemps. Quand il est jeune et qu'il est en forme, eh ben c'est sûr que peut-être que quand il aura 70 ans, qu'il aura vu ses proches mourir, qu'il sera très fatigué, qu'il sera malade, bah, il aura peut-être pas la même envie, le même désir. Donc, en fait, vous voyez, ça dépend vraiment de l'empirisme, de quelle expérience le sujet va-t-il avoir dans sa vie et qui va le déterminer à changer d'avis d'un point de vue de ce qu'il désire, veut. Donc voilà, c'est vraiment l'empirisme. Chez Kant, Kant montre bien que le bonheur c'est très abstrait et que il faut tirer parti de l'expérience de chacun pour essayer d'approcher quelque chose qui pourrait être le contenu du bonheur, si c'était possible. Voilà, ça reste quand même assez hypothétique. À noter, sans entrer plus dans les détails, parce que ça s'éloigne un peu de la citation, mais il faut le savoir, c'est que Kant, lui, dissocie clairement l'idée de vertu, de sagesse, etc., de l'idée de bonheur. Pour lui, la quête du bonheur, c'est une quête relativement égoïste, et il met
devant la quête du bonheur, l'impératif catégorique, le devoir moral, si vous voulez, pour faire simple. Donc il met certaines valeurs morales au-dessus de la quête du bonheur qu'il juge égoïste, et qui, contrairement à Aristote ou à Épicure, il considère que ça doit passer avant. Voilà. Donc ça, c'est la petite particularité de Kant. C'est assez éloigné de la citation, donc je rentre pas dans les détails. Mais il faut le savoir, et ça peut être très intéressant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de Kant. Déjà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo jusque-là. C'est quelque chose de vraiment super. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, commentant, vous abonnant. C'est vraiment la base. C'est comme ça que nous, on reçoit un message positif de votre part et qu'on sait que on peut continuer à produire ce genre de contenu et que ça aidera beaucoup de gens. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Une chose à savoir, ce sont des vidéos qui visent à résumer les choses. Donc en 10 minutes, il est évident qu'on ne peut pas détailler 3 doctrines philosophiques aussi facilement que ça. Ce sont des résumés, et si vous voulez apporter des compléments ou que vous avez des objections, même si globalement c'est des sources à vérifier, vous les avez dans la description d'ailleurs, toutes les sources, eh bien vous pouvez le faire en commentaire, l'espace est là pour ça. Voilà, je voudrais terminer en vous indiquant que vous avez le site myfiche.fr pour vos révisions pour le bac, et pour les premières, il y a quelques chapitres aussi, notamment pour les sciences en ES et en L. Vous pouvez également retrouver la version rédigée de ce petit cours de philo, entre guillemets, sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas, il est là pour ça, et profitez-en. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, espérons-le en vidéo.